You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Aujourd'hui, voyage dans les départements d'outre-mer pour découvrir une belle initiative exemplaire du travail en commun. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net ou bien passer par notre compte Twitter VIH Radio ou notre page Facebook Comité des familles. N'oubliez pas que nous sommes aussi un podcast sur Apple Podcasts, Spotify et Audioblog. Et bien sûr sur notre site comitédesfamilles.net. Comme vous avez entendu, aujourd'hui, je vous propose de retrouver les docteurs Isabelle Lamourie et Vanessa Tressière, coordinatrices du Corévi Guadeloupe. Elles vont nous parler du congrès Condom qui a réuni les départements d'outre-mer et qui a été l'occasion de partager les spécificités des territoires, mais aussi de découvrir l'importance des actions conjointes. Pour finir, nous ferons un focus avec elle sur la Guadeloupe. Eh bien, bonjour Christina. Dans cette conférence des DOM, c'était la première en Guyane, le 20 et le 21 mars, effectivement, j'ai à la demande de mes collègues guyanais, surtout parce que le professeur Loïc Epelboin ne pouvait pas être là, malheureusement, à l'inauguration du congrès, j'ai donc présenté en introduction les cartographies un peu générales, épidémiologiques de nos territoires ultramarins, départements, régions et collectivités d'outre-mer. Ces cartes avaient d'ailleurs été présentées aux Journées nationales d'infectiologie l'année dernière par professeur Epelboin. Et le principal message, la principale information qu'on voulait partager ensemble lors de ce colloque, c'était de dire que nos territoires sont particulièrement frappés par l'épidémie VIH, mais pas tous, d'accord, déjà, au niveau des régions ultramarines. Il y a des territoires où il n'y a quasiment pas d'épidémie VIH, par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon, où il n'y a pas de personnes vivant avec le VIH qui en charge sur Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un tout petit territoire, bien sûr, mais à contrario, on a des territoires comme notre 101e département, Mayotte, où là, on assiste à une flambée épidémique. Alors, ce n'est pas une flambée, mais en tout cas, à la mise en évidence de l'épidémie qui était sûrement là, mais il y avait personne pour vraiment rapporter des chiffres. Et Mayotte, on est maintenant avec les particularités, une épidémie qui double quasiment d'une année l'autre en termes de nombre de personnes prises en charge. Je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas mes notes, mais sur Mayotte, je vais vous dire quand même, ils avaient une file active qui était rapportée au professeur Epelboin sur la cartographie à 350 environ. Je pense que là, ils sont plutôt aux alentours de 500, parce que ça, c'était les chiffres de 2021. Donc, les chiffres sur 2022 étaient déjà à près de 500. Et je crois que, je n'ai pas les chiffres de 2023, mais voilà, donc on est
un petit territoire, hein, il y a 300 000 habitants recensés à Mayotte, mais Mayotte, c'est 300 000 habitants et beaucoup de personnes en situation irrégulière et non comptabilisées. Donc avec un profil épidémique qui se rapproche d'une certaine façon de celui de la Guyane, avec une population très importante de personnes en situation irrégulière et en grande précarité. Voilà, donc il y a ce grand écart d'une région ultramarine à l'autre. Et c'est vrai que, pour revenir au message principal, c'est qu'en hexagone, souvent en France métropolitaine, on met tous les territoires ultramarins dans le même panier. Et comme si on avait les mêmes caractéristiques épidémiologiques, d'ailleurs même sur le plan démographique d'une manière générale, et puis aussi pour le VIH. Donc vraiment, c'était de montrer justement qu'on a des points communs, certes, des difficultés, des contraintes, mais aussi beaucoup de différences. Et que ces différences, on ne peut pas nous mettre tous dans le même panier, donc on a des besoins et des spécificités. Donc j'en ai évoqué, je ne vais pas... Voilà, on a des tout petits territoires et des territoires beaucoup plus vastes. Hein. La Guyane, c'est pas une île, c'est sur un continent, c'est un territoire extrêmement vaste qui de 83 000 km² comparé aux 242 km² de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux 1628 km² de la Guadeloupe. Hein. Vous voyez, c'est un territoire qui est 80 fois plus grand que le nôtre, quasiment. Donc, mais avec une population moins importante que la Guadeloupe. Mais c'est la première région touchée par l'épidémie VIH, la Guyane, avec une file active qui n'est pas beaucoup plus importante officiellement que la Guadeloupe, puisqu'elle est officiellement de 2000, on est comme en Guadeloupe à peu près, mais elle est largement sous-estimée en Guyane, à cause aussi de ces personnes qui vont, qui viennent, et elle est plutôt de l'ordre de 3000 personnes vivant avec le VIH en Guyane que des chiffres officiellement recensés. Donc en Guyane, c'est beaucoup de migrants, des gens plus jeunes, et c'est carrément caricatural à Mayotte. De toute façon, à Mayotte, la population, donc alors, je ne sais plus comment on appelle les gens qui vivent à Mayotte. Les Mahorais. Les Mahorais, merci Vanessa. Donc les Mahorais et Mahoraises, eh bien, je crois que dans leur population de près de 300 000 habitants, une personne sur deux a moins de 20 ans. Donc ils ont une population jeune très importante, alors que nous, je rappelle, on l'avait déjà évoqué lors de précédentes émissions, la Guadeloupe et la Martinique, on est parmi les départements les plus vieux, avec la population la plus âgée, enfin, la plus représentée pour les plus de 50-60 ans, proportionnellement, en termes de répartition par tranche d'âge. Donc, après, en termes de pauvreté, de personnes qui touchent le RSA, c'est pareil, il y a des grandes disparités entre la Réunion, qui est un peu plus riche, entre guillemets, et ça se retrouve aussi pour les personnes qui vivent avec le VIH. Réunion Martinique, c'est plus une population pour l'épidémie de VIH qui se rapproche de la population métropolitaine, avec plus d'hommes que de femmes, largement plus d'hommes que de femmes, plus de personnes, d'hommes ayant des relations avec des hommes, qui sont souvent venus s'installer à La Réunion, comme en Martinique, voilà. Mais, et donc une population un peu différente, bien différente sur la Guadeloupe, donc, et encore plus différente sur la Guyane et Mayotte. La Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire assez large, finalement, ils ont une petite file active aussi. Hein, c'est des collectivités ultramarines peu touchées par le VIH. La Nouvelle-Calédonie, c'est une file active de moins de 300 personnes vivant avec le VIH. Donc c'est 10 fois moins important que sur nos... pratiquement 10 fois moins important que sur nos territoires. Et pour la Polynésie française, c'est pareil, c'est des petites, c'est moins de 200 personnes qui vivent avec le VIH.
Donc voilà ce qu'on a présenté essentiellement à l'occasion de ce colloque. Donc souligner nos disparités, en même temps donc rappeler qu'effectivement Guadeloupe, Martinique et Guyane, bien sûr, on reste en tête des régions françaises les plus touchées, et il faut rajouter bien évidemment Mayotte que j'ai évoqué, avec des organisations qui sont différentes à la fois sur le plan administratif, hein, parce que Guadeloupe, on est un territoire avec un conseil départemental, un conseil régional séparé. La Martinique, il n'y a qu'un conseil. La Guyane aussi. Voilà, la Guyane aussi. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ce sont des collectivités territoriales. La Guadeloupe, on est un archipel. La Martinique, c'est une seule île. La Guyane, c'est un territoire continental, on va dire, avec les problèmes transfrontaliers. La Réunion et Mayotte, c'est vraiment deux mondes différents regroupés dans un même corévi. Voyez, donc, mais avec vraiment, deux ARS. Voilà, avec deux agences régionales de santé, alors que nous, on a chaque... Mais c'est important de partager ça et que les gens l'entendent, et nos collègues en métropole qui sont impliqués dans le VIH ont cette visibilité-là maintenant parce qu'on l'a partagé à différentes occasions, que ce soit les journées nationales d'infectiologie que j'évoquais, que ce soit la Société française à l'occasion du congrès de la SFLS, que ce soit lors des journées des coordinateurs, hein, ou des techniciens d'études cliniques, puisqu'on a déjà évoqué ces disparités. On a des enjeux communs, on est des territoires fragiles sur le plan par rapport au mouvement migratoire, parce que au jour d'aujourd'hui, quand on voit dans l'actualité, on ne sait toujours pas ce que va devenir l'AME, même si on espère que l'AME d'urgence, tel que ça avait été envisagé, ne sera pas retenue. Mais l'aide médicale d'État, on a quand même beaucoup d'inquiétudes et il y a des plaidoyers, et on participe à ces plaidoyers sur nos territoires, c'est fondamental. Parce que on a toute catégorie, hein, on a des gens nantis dans les files actives, mais il y a aussi beaucoup de personnes en précarité, et en Guadeloupe, c'est à peu près un tiers des personnes sont des personnes qui ne sont pas nées sur le territoire français. En Guyane, c'est plus de 80%, à Saint-Martin, c'est plus de 80%, à Mayotte également, donc c'est différent, mais donc c'est très important ce qui se passe autour de l'AME, et on espère que on n'assistera pas malheureusement à encore un durcissement de l'accès à l'AME, parce qu'en France, on n'est quand même pas parmi les pays européens les plus qui ont un accès à l'AME le plus facilité, loin s'en faut, et que d'ores et déjà, c'est presque une personne sur deux qui devrait recourir à l'AME, qui pourrait bénéficier de l'AME, qui n'en bénéficie pas. Donc vraiment, on est très vigilants là-dessus par rapport à aussi les particularités de nos populations, hein, et ça, c'est des spécificités sur nos territoires. Nous avons des contraintes aussi, alors liées à l'insularité, mais même en Guyane, qui n'est pas une île, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a aussi des acteurs qui vont, qui viennent, des tissus associatifs qui sont plus fragiles, des turnovers d'acteurs impliqués, que ce soit au niveau hospitalier, extra-hospitalier, dans les associations, donc beaucoup de changements, hein. Les gens sont souvent là pour un temps court, et puis partent ailleurs, donc pour conduire des stratégies, c'est pas si simple. Et puis on est exposé plus qu'ailleurs. Est-ce qu'on est exposé plus qu'à l'Hexagone, aux cyclones, aux tremblements de terre, quand on a des enjeux comme ça, des fragilités? Mais je crois que le territoire hexagonal est aussi particulièrement touché régulièrement par des tempêtes et autres. Voilà, on a des enjeux plus importants que ce que je viens d'évoquer. C'est que souvent, on a aussi des prix de dispositifs et de médicaments pour lesquels on paye parfois plus cher
à cause de l'octroi de mer. Alors à La Réunion, ils ont réussi à supprimer l'octroi de mer, mais pas nous, par exemple. Pour les produits de santé. Pour les produits de santé. Et bien ça, c'est un coût, parce que par exemple, quand on fait venir des trodes, et bien sur une facture de trode par rapport à une association, une structure en métropole, et bien Vanessa me corrigera si je dis des bêtises, mais c'est 20 à 30% plus cher au minimum avec ces prix d'octroi de mer. Je pense que quand on compte les frais de transport, on arrive à un tiers de la facture, quoi. Donc, un tiers du prix de la facture. On a des mobilisations communes. Et ces échanges-là, parce que je ne peux pas, bien sûr, j'ai déjà donné, je crois, beaucoup d'informations, mais ça nous a permis de nous retrouver. Ça faisait un certain temps qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble. Parce qu'avant, on avait des réunions inter-Corévie, inter-CISI, où on se retrouvait, et plus particulièrement Martinique, Guadeloupe, la Guyane. Mais là, ce qui était bien, c'est qu'il y avait nos collègues de La Réunion et de Mayotte. Alors, pas beaucoup, parce que pour eux, c'est très cher, bien sûr, les billets d'avion. Ce que je n'ai pas évoqué, c'est que là, nos billets d'avion, ils ont pris 30 à 40%. Pour aller en Guyane, au jour d'aujourd'hui, un billet d'avion, c'est 800 €. Pour aller en Martinique, de la Guadeloupe, un billet d'avion, c'est plus de 300 €. Pour aller pour nous, de la Guadeloupe à Saint-Martin, c'est au moins 300 €. Donc, et on n'a pas d'autres possibilités. Donc, vraiment, il y a une injustice aussi sur la circulation, sur nos territoires et sur nos régions, sur les régions où on est, avec qui on pourrait travailler. Donc, c'est compliqué. Donc, on a travaillé, donc on a eu le plaisir de se retrouver ensemble et de voir aussi comment on pouvait optimiser et continuer à affiner comme ça notre lecture épidémiologique aussi de nos épidémies VIH, mais aussi pour les autres infections sexuellement transmissibles qui sont largement surreprésentées aussi sur nos territoires. Syphilis, infection à gonocoque et chlamydie, qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques épidémiologiques qu'en métropole. Il y a aussi des grandes disparités sur nos territoires pour les épidémies hépatites. Je ne vais pas le détailler, mais enfin là aussi c'est assez différent d'un territoire à l'autre et différent par rapport à l'Hexagone. Ce que ça nous a permis enfin sur ces cartes, malgré tout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a regardé sur nos files actives le pourcentage de personnes traitées et le pourcentage de personnes qui vivent avec le VIH et qui sont contrôlées par les traitements. Et là, franchement, on est sur des chiffres complètement comparables à la métropole en termes d'accès au traitement et d'efficience. Après, c'est un tout petit peu moins sur la Guyane et sur Mayotte, mais enfin, on comprend par rapport aux difficultés et au type de population. Mais voilà. Et ça, c'est grâce aussi à beaucoup d'actions innovantes et du aller vers, et notamment comme des territoires comme la Guyane, comme Mayotte, l'investissement aussi des professionnels pour permettre aux personnes de venir et d'aller aux soins, d'aller au dépistage et d'aller à la prise en charge. Et ça pourrait aussi nous donner le passage pour l'intervention de Vanessa au Condom, parce que si c'était ce que vous avez présenté, Vanessa, du coup, c'est vraiment les stratégies d'accompagnement pour la construction des réseaux de santé sexuelle. Et du coup, ça lie bien ce que le docteur Lamourie nous disait, je pense. Oui. Alors, c'est vrai que nous, on est... alors, j'ai fait une présentation avec Jean-Claude Massed, qui est le vice-président qui est toujours pour le moment le vice-président du Corévie Guadeloupe Saint-Martin-Saint-Barth, mais qui travaille depuis un peu plus d'un an, à peu près un an, donc toujours chez Aide, mais sur la Guyane. Et donc à Saint-Laurent-du-Maroni, puisque c'est là que Aide est implantée. Donc effectivement, nous, on a présenté un petit peu notre... comment on a... alors le réseau, il existait quand nous, on est arrivés en 2015. Il y avait quand même des choses qui se faisaient avant, mais c'était très... Les hospitaliers et les associatifs se connaissaient pas forcément entre eux, et c'était plus là-dessus que c'était un petit peu plus compliqué, je pense.
Donc c'est vrai que nous, ce qu'on a voulu mettre en avant un petit peu, c'est tout ce qu'on avait fait pour que les acteurs se connaissent vraiment en fait, parce que les acteurs se connaissaient plus ou moins, mais sans forcément se rencontrer régulièrement. Donc je pense notamment à la mise en place des formations TROD et au parti pris qu'on a pris sur les premières formations TROD qu'on a mis en place, d'inviter les infirmières Cégide, qui elles étaient déjà en place, qui faisaient déjà du TROD en fait. Donc la formation en elle-même de comment piquer n'avait pas forcément un intérêt pour elles, mais c'était sur le discours qu'on pouvait avoir auprès des personnes et sur la connaissance du réseau. Parce qu'effectivement, quand on a des personnes qui arrivent, de leur dire il y a telle association qui existe, qui peut vous accompagner, c'est toujours un plus. Et ça, c'est vrai que je pense que ça a été un vrai plus dans la mise en place de notre réseau. Donc, pas forcément facile au début pour qu'elles comprennent, mais finalement, je trouve qu'elles ont vite adhéré au fait et elles se sont rendues compte que finalement, elles pouvaient s'apporter des choses entre hospitaliers, entre associatifs. On arrive à s'apporter des choses qui n'étaient pas forcément quelque chose qu'elles avaient en tête ou même les associatifs. Donc ça a été un gros plus, je trouve, en tout cas sur la mise en place de notre réseau. Après, on a beaucoup travaillé, alors, toujours sur les TROD, sur la mise en place d'un questionnaire commun pour nos actions hors les murs et notamment les actions qu'on fait autour du 1er décembre et les actions qu'on fait autour de la semaine caribéenne de dépistage qui s'est élargie avec ce mois de la santé sexuelle et cette semaine de santé sexuelle au niveau national. Donc ça, c'est vrai que ce questionnaire qu'on a mis en place en partant des questionnaires qui étaient déjà utilisés sur le terrain et par les hospitaliers et par les associatifs. Donc ça nous a permis aussi de beaucoup échanger et d'avancer. C'est un questionnaire qu'on a partagé du coup suite au Condom avec nos collègues de la Réunion, de la Martinique et de la Guyane qui n'ont pas forcément un outil comme ça qu'ils utilisent sur leurs actions. Donc je pense qu'on va être amené à en rediscuter, à échanger, à partager nos expériences et les questionnaires qu'on veut mettre en place là-dessus. Cet outil, ça a permis effectivement de renforcer les liens, parce que c'est une mise en commun plutôt que chacun ait son questionnaire, donc construire un commun, un socle commun. Et puis surtout, aussi, le bénéfice pour les personnes immédiates, ça a été aussi de rentrer ce questionnaire quand on fait des actions hors les murs qu'évoquait Vanessa, de saisir des données, et de façon bien sûr anonyme, etc., tout à fait confidentielle, mais après de faciliter l'évaluation des actions. Parce que il y a une rétro-information. Une fois qu'on a ce questionnaire simplifié commun, il y a une analyse plus rapide et une visibilité plus rapide pour voir finalement on a fait telle action, on a vu combien d'usagers par rapport à telle autre action, et de mettre ça au pot commun et d'avoir une réflexion commune sur des stratégies intéressantes ou pas dans le aller vers. Et autour justement alors ça c'est spécifique au TROD, mais en même temps on a un petit groupe qui s'est mis en place depuis je pense 2015-2016 quand on est arrivé autour de ça et aussi autour des actions qu'on met en place un petit peu toute l'année sur les outils qu'on utilise. Et en fait, ce groupe qu'on appelle coordination du déploiement des actions, qui était un petit peu en difficulté, c'est pas, disons que sur les années Covid, ça a été un petit peu compliqué, et on est toujours resté en lien en fait. Ça nous a permis, on a un peu développé nos réseaux sociaux, notamment au sein du Corevi, mais aussi pour justement mettre en avant les actions, pour que les personnes nous fassent remonter leurs actions, qu'on puisse les mettre en avant sur nos réseaux sociaux, parce que tout le monde n'a pas ça.
Ça nous a permis de mutualiser des actions avec des associations qui, elles, ne sont pas habilitées à faire du TROD, mais qui ont un public où elles vont inviter une association qui fait du TROD ou un Cégide, et ce qui va leur permettre d'apporter à leur public, en plus de l'information, le dépistage de proximité grâce au TROD. Donc tout ça, ce groupe, effectivement, depuis 2022, et encore plus en 2023, on a une réunion chaque mois, donc ce qui nous permet de travailler sur le mois de la santé sexuelle et sur le 1er décembre, mais aussi où on peut échanger sur nos outils et notamment se dire, voilà, moi je suis en difficulté, j'ai plus de TROD, j'ai plus de préservatif, ah ben moi j'en ai, on s'échange, on fait remonter à l'ARS qu'au niveau des préservatifs on est coincé. Et en fait, toutes ces réunions où on arrive à avoir en général à peu près toutes les structures qui sont représentées, parce que c'est devenu quand même, pour les acteurs, c'est assez important et ça permet vraiment d'échanger et de discuter de la communication aussi. Donc, même si, la communication, ça reste un point, comme c'est financièrement, c'est très, très, c'est compliqué, mais déjà avec nos réseaux sociaux, ça nous permet quand même de se tenir au courant de ce qu'on fait et de ce qu'on met en avant. Et c'est vrai que sur ce groupe-là, les gens jouent le jeu. Et puis, on a parlé aussi, nous, très tôt, au niveau du Corévi, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, en dehors des membres du comité, des membres qui sont nommés par l'ARS qu'on invitait, on a très tôt invité des personnes qui n'étaient pas dans ce comité, alors pour différentes raisons, parce que c'est des nouvelles structures, par exemple, qu'on n'avait pas connaissance au moment-là. Mais ce que disait le docteur Lamourie tout à l'heure, c'est aussi sur le turnover des professionnels, c'est que, comme plus souvent, je pense, dans les Outre-mer que dans les autres Corévi, on a beaucoup de turnover, forcément, on avait des structures plus représentées. Donc, comme le comité était nominatif, on a quand même ouvert en invitant les personnes de ces structures qui n'étaient plus représentées. Donc, c'est vrai qu'on a toujours aussi dans nos comités pas mal de monde. Alors, pas forcément membre du comité, on a du mal à obtenir le quorum, mais on avait justement baissé un petit peu notre quorum. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de faire passer de l'information. Et puis, on a parlé aussi de nos journées des acteurs qu'on met en place depuis 2018, je pense, 2017-2018, où là, on se réunit pour discuter sur des thématiques, sur les choses que les acteurs ont un peu en tête, essayer de les mettre en avant, le faire se présenter aussi. Et ça, on allie toujours. Alors, c'est vrai qu'on se fait des journées et demie un peu costaud et c'est vrai qu'on enchaîne pas mal de réunions, mais comme on fait venir les gens de Saint-Martin, c'est aussi ça qui nous permet au moins ils sont sur place. Et le présentiel, ça reste quand même si nos réunions en visio par mois sont super, mais le présentiel, je trouve que ça reste vraiment hyper important parce que les gens vont après discuter autour d'un café. Là, dans le cadre du Condom, c'est vrai que ça nous a permis de recréer des liens, d'aller discuter avec les autres acteurs autour d'un café, le soir autour de la soirée. On se croisait à l'hôtel, on a pu partager des choses et c'est vrai que c'est toujours plus simple quand on est... je trouve que le présentiel pour ça est hyper important, même si effectivement ça a un coût. Et si je peux ajouter, Vanessa, sur ce groupe de travail mensuel que tu animes principalement oui, avec Jean-Claude avant, mais comme il est plus où il y a une large participation. L'objectif aussi, un des objectifs, c'était aussi de mettre en place certains outils de communication auprès du grand public, parce que notre objectif, encore une fois, c'est de mettre à niveau l'information des acteurs, s'assurer que sur notre territoire, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le champ de la promotion de la santé sexuelle, de la lutte contre le VIH et les IST
ont bien un niveau de connaissance, un socle commun de connaissances, parce qu'il y avait quand même des disparités à un moment. Donc ça, je pense que cet objectif est atteint. Communiquer auprès du grand public. Alors, il y a des campagnes nationales en France, portées par Santé publique France, qui parfois ne sont pas forcément adaptées à nos territoires. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi un autre sujet. Dans nos territoires, les campagnes nationales pour des problèmes à la fois des personnes qui sont représentées sur les affichages ou dans les petites vidéos ne correspondent pas forcément à la n'ont pas des caractéristiques, que ce soit de la couleur de la peau, n'évoquent pas forcément, ne parlent pas aux personnes qui vivent ici. Après, il y a aussi, bien entendu, la barrière de la langue, qui est un autre obstacle, évidemment. Donc, ces campagnes de communication nationale, il y a aussi, on arrive maintenant petit à petit à les réajuster, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et puis, il y a des campagnes qu'on essaie de construire modestement, parce qu'on n'a pas des budgets phénoménaux, mais on a, dans le cadre du groupe de travail qu'a évoqué Vanessa, et ce qui a été présenté au colloque, il y a eu de l'affichage sur des campagnes de bus, par exemple. Le groupe de travail a créé des affiches pour encourager au dépistage pour le VIH et les IST. On a aussi fait une campagne grand public sur le fait que le indétectable égale intransmissible. Voilà, parce que c'était quelque chose encore très mal connu du grand public, mais aussi certains professionnels, voire de patients. On en a déjà parlé lors de cette émission. Donc je trouve que c'est quand même fort utile et c'est des partages d'expérience parce que, encore une fois, faire réseau et maintenir un réseau, ça demande toujours un investissement régulier pour plein de raisons. Parce qu'il y a des aléas extérieurs, parce qu'il y a des départs, parce que parfois chacun est un peu mené dans le guidon et chacun n'a pas forcément beaucoup de temps, donc on fait des choses à son niveau et partagées. Et il y a une petite phrase qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ouais. Enfin, voilà. Donc c'est un peu l'idée. C'est pas non, c'est vrai, c'est vrai que l'idée, ce groupe, c'est vraiment qu'on arrive à partager tous ensemble, se connaître, parce que des fois on a des nouvelles personnes qui arrivent d'une nouvelle association, qui découvrent, on se présente. Et là, on espère aussi qu'on pourra avancer, par exemple, parce on parlait tout à l'heure, avant de démarrer cette petite interview, quoi de neuf en Guadeloupe. Alors, ce que j'espère, c'est qu'avec Vanessa, ce qu'on espère, et puis avec les membres du bureau et les acteurs, c'est pas facile, certains publics, de savoir exactement ce qui se passe. Et en Guadeloupe, on a beaucoup de personnes qui sont confrontées à des problèmes d'addiction, et notamment du crack. C'est une addiction quand même assez particulière, très désocialisante, très précarisante. Et donc là, on a pu participer à un colloque la semaine dernière sur le sujet. C'est important pour nous, même si, de nous libérer pour ça et de rencontrer ce réseau, et de mettre en place des connexions pour voir comment implémenter auprès des acteurs plus impliqués, auprès des usagers de drogue qui ne sont pas les mêmes qu'en métropole, qui ont d'autres spécificités. Comment est-ce qu'on peut implémenter une offre de dépistage, de prévention, d'information dans le champ de la santé sexuelle et puis voir effectivement, parce qu'on a très peu de données, et est-ce que la problématique du VIH, des hépatites, qu'en est-il? On n'a pas cette connaissance, d'accord? On n'a pas ces données. Donc comment est-ce qu'on fait pour essayer d'avancer sur ce sujet? Voilà. Oui. Vous avez évoqué plusieurs, pour venir au congrès, plusieurs points forts
Est-ce qu'on a oublié quelque chose, c'est-à-dire des choses que vous retenez justement de votre mise en lien du condom? Est-ce que il y a quelque chose d'important dont vous voulez nous en parler, ou bien des points de différence importants aussi? Bah, moi, pour ma part, en tout cas, vraiment, comme je c'est une première. Même si on a eu des réunions partagées, c'est vraiment une première, ce colloque. Alors, c'est un congrès, colloque, conférence où on met en commun vraiment nos actions, c'est un partage. Et ça a vraiment été le cas parce que ça a été très bien organisé par nos collègues de Guyane, et tout particulièrement par Aude Bucarelli, porté par une agence de communication très efficiente aussi. Bicom. Qui d'ailleurs a fait les cartes que j'évoquais. Oui, apparemment. Et ce qui était très bien dans cette conférence, et ce qui est vraiment une spécificité, c'est que les présentations, on a eu du temps pour présenter, mais comme le programme était fait de façon à ce qu'on ait des temps d'échange quasi équivalents au temps de présentation. C'est-à-dire que ce qui a été privilégié, c'est moins peut-être de présentation, puisque finalement, par exemple pour la Guadeloupe, c'était 4 présentations. Ouais. On a après eu nos collègues de Saint-Martin, donc du Cégide de Saint-Martin, Nadia Agapé, a parlé d'une expérience qui avait été faite il y a 3-4 ans, portée par l'ensemble de l'équipe hospitalière de Saint-Martin à l'époque, pour aller faire du dépistage intradomiciliaire au domicile de certaines personnes, en préparant ça avec des associations. Donc c'était une action innovante qui a été présentée par Nadia, l'infirmière du Cégide de Saint-Martin. Et puis nous avions notre collègue de l'association Safe. Donc qui est François Hachkar, qui était aussi à l'association Aide. Et François, il a présenté quelque chose d'innovant aussi, qui était des consultations prêtes en soirée avec un médecin qui vient, qui sort de son cabinet pour venir auprès du public de l'association, invité par l'association CEF et Aide, pour venir proposer et voir faciliter l'accès à la PrEP. Donc c'est de la PrEP en allant vers les personnes, en permettant aux personnes les plus concernées, alors là en l'occurrence essentiellement un public HSH, autour de d'apéro, de venir, d'avoir un médecin pour pouvoir avoir accès à la PrEP. Donc François a présenté ça, et donc vraiment à chaque temps de présentation, donc, il y avait 15 minutes d'échange avec la salle, et ça c'était vraiment très bien sur cette journée et demie. Donc nous pour la Guadeloupe, on était 8 personnes en présentiel. Non, on était plus que ça. On était 4 personnes prises en charge par le congrès, c'était les gens qui présentaient. Nous, le Corévi, parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez cher, on a pris en charge finalement 5 personnes. Et puis, il y a 2-3 personnes qui sont venues. Donc, on était une bonne dizaine, on était finalement une petite délégation, j'ai envie de dire, assez importante. Alors, bon, c'est pas simple, comme j'ai évoqué, et je pense qu'on était, nos collègues martiniquais étaient un peu moins nombreux. Ouais. La Réunion, on comprend bien, les Mayotte, il y avait quasiment personne d'autre que les gens qui étaient pris en charge par la conférence. Et j'espère qu'on aura la possibilité de renouveler cette offre. Cette offre, c'était en format mixte, mais en format mixte avec la possibilité de se connecter, mais se connecter sur un colloque pendant une journée et demie, c'est pas si simple. Alors on le fait, hein, ça nous arrive à tous de le faire, mais il y a quand même la problématique du décalage horaire pour ceux qui sont à La Réunion ou à Mayotte, qui est plus importante que pour nous, parce qu'avec la Guyane, il n'y avait qu'une heure de décalage. Il y a aussi donc 200 personnes à peu près qui ont participé, mais ça je pense que Hall te le dira, on le dira, mais
Après, moi, ce que j'ai trouvé aussi par rapport au congrès qu'on a l'habitude de faire en métropole, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de personnes qui sont venues présenter des choses qui n'avaient jamais mis en avant ce qu'elles faisaient, je pense, et on sentait que c'était, ils venaient présenter ce qu'ils faisaient, on leur avait jamais demandé de présenter ça de cette manière, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien de voir un petit peu toutes les personnes qui sont sur le terrain, parce qu'effectivement, il n'y a pas que ce qu'on voit dans les congrès, des personnes hyper à l'aise, qui font des super présentations avec des... Et ça, je trouve vraiment important qu'ils puissent... parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais présenté, je pense. Notamment des acteurs qui ne sont pas des acteurs médicaux ou paramédicaux. Oui, il y avait des personnes des communautés, notamment sur la Guyane, qui se sont retrouvées face au public à présenter ce qu'elles... Ouais. L'infirmière de Mayotte. L'association aussi, c'était, j'ai oublié son nom, de notre collègue de la Réunion, une autre association qui est très investie, qui est venue présenter. Donc, et en même temps, avec tout à fait des données plus que je crois qu'on n'aurait pas eu à rougir par rapport à certains congrès, par rapport à d'autres présentations. Donc, il y avait beaucoup d'émotions, on sentait beaucoup d'investissement. La clôture du congrès, c'est Mathieu Naché, le professeur Naché, qui est le président du Corévi de la Guyane, qui a présenté aussi toute la recherche. C'est pratiquement 20 ans de recherche, parce que, et on peut être tout à fait... 30 ans de recherche dans le VIH. Oui, c'est 30 ans de la recherche dans le VIH portée par nos collègues guyanais. On voit aussi le dynamisme de nos territoires dans les comités de recherche, et particulièrement pour nos collègues guyanais. Donc vraiment, c'était une belle expérience. Une belle expérience. Notre ARS n'a pas pu nous financer. On avait fait une demande de financement complémentaire pour que d'autres personnes puissent participer en présentiel. Malheureusement, on n'a pas eu une réponse favorable. Donc on s'est organisé avec notre budget. Et je disais donc une bonne 11 personnes, je crois, pour la Guadeloupe en présentiel. Et puis plusieurs qui étaient connectés, avec qui on a échangé, qui étaient quand même, qui ont voulu participer, même de loin, même si c'était pas toutes les présentations, ou en tout cas qui, avec le programme, et pour vous donner auditrices, je pense que donc il n'y a pas eu de replay parfois, parce que ça coûte aussi un coût. Mais ce qui a été fait par ce service de com, c'est un petit film qui est en cours de montage, avec les temps forts de cette journée et demie de conférence, qui a été suivie d'ailleurs pour nous par un échange inter-Corévi sur l'après-midi du deuxième jour. Donc, et ce petit film devrait être mis à disposition, devrait être accessible, et on devrait l'avoir pour pouvoir le diffuser sur nos sites respectifs. Et nous, au niveau du Corévi Guadeloupe, on devrait diffuser en juin ou juillet sur notre via la lettre du Corévi très prochainement. Et ça, je pense que Aude, elle aura toutes ces infos-là. Oui, on aura occasion de en parler plus tard avec Aude Lucarelli, effectivement. Pour les peu de temps qu'il nous reste, je vous propose de faire... de faire une petite focus, même rapide, sur la Guadeloupe, dans le sens que vous avez évoqué tout à l'heure le crack. Déjà, je me posais la question, est-ce que vous avez aussi des problématiques de chemsex en Guadeloupe? Et la deuxième question, vu la population vieillissante, en métropole, la réflexion sur les besoins de cette personne qui vit avec les VIH vieillissantes est très forte. Parce que nous aussi, on a ça comme population très importante en métropole. Est-ce qu'en Guadeloupe, il y a aussi une réflexion sur les besoins de ces personnes ou quelque chose que vous estimez être particulier au territoire? Alors, sur la première question, donc le chemsex, comme pour l'instant, en Guadeloupe,
beaucoup moins présent que dans les grandes villes hexagonales, Paris, Montpellier, Nice, ou villes européennes. Maintenant, et dans nos publics, alors que ce soit pour les personnes vivant avec le VIH qu'on peut voir dans nos consultations, ou dans les CGID, les usagers qui viennent, ou auprès des gens avec des associations, pour l'instant, ça semble être un problème vraiment beaucoup moins important, mais qui commence à émerger quand même, parce que quand on interroge, quand on discute avec encore une fois, nos patients ou les usagers, c'est une offre qui apparaît sur les réseaux comme Grindr ou les réseaux de rencontres. Donc, mais le retour qu'on a, en tout cas pour ma part et en discutant avec des collègues, je crois que à mon niveau, si j'ai 2-3 patients ou usagers qui me consultent en PrEP, qui m'ont dit avoir des pratiques un usage de produits dans le cadre du chemsex, c'est le bout du monde. Donc c'est très peu pour l'instant. Après, il faut se méfier quand on dit très peu, parce que comme c'est pas très visible, et que, eh bien, finalement, on ne le cherche pas vraiment de façon systématique à l'occasion de nos consultations. Donc le risque, c'est finalement de sous-estimer le problème, parce que, pensant qu'il n'est pas là, ne pas le rechercher, ne pas tendre la perche pour que quelqu'un puisse nous faire part de sa consommation. Donc on reste quand même assez vigilant, et on avait déjà fait à l'occasion d'assises sur la santé sexuelle un point pour l'ensemble des acteurs d'information sur ce qu'était le chemsex, parce que c'est pas forcément toujours bien connu. Et on a fait ça il y a à peu près 5 ans maintenant. C'était en 2019, je pense. Oui, je pense que c'était 2019. Ouais, c'est ça. Donc, on envisage de le refaire cette année ou l'année prochaine pour refaire une sensibilisation, pour qu'on reste, qu'on maintienne une vigilance. Et je crains que ça vienne, bien sûr, sur nos territoires. D'accord ? Après, sur un territoire comme la Réunion, là aussi, il doit y avoir des disparités, je pense, entre un territoire comme la Réunion, c'est pareil, même Saint-Martin, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, c'est sûrement pas la même chose, d'accord ? Donc il faut intégrer aussi cette vigilance à l'eau des territoires. Sur le deuxième point, qui était le vieillissement, et alors, on a une proportion de personnes vivant avec le VIH âgées plus importante. Je crois que c'est 30% de notre vie active à plus de 60 ans. Et puis, on doit être à 10% plus de 70 ans. Enfin, et je n'ai pas les derniers chiffres 2023, mais bon, bien sûr, on vieillit avec, et donc cette proportion croît au fur et à mesure des années. Au jour d'aujourd'hui, à la différence de la métropole, on a encore pour ma part, sur ma file active, je suis à peu près 400 personnes. Et comme je suis un des plus vieux médecins maintenant, vous avez 30 ans que je suis là, j'ai plus de vieux patients aussi, et de vieilles patients. Donc on vieillit avec mes patients ensemble, et ils m'ont vu, alors je ne suis pas encore grand, enfin moi je les vois devenir grands-parents, voire pour certains arrière-grands-parents, d'accord. Pour l'instant, je n'ai pas été confrontée, donc je suis à peu près 400 patients à de la file active. Donc, je n'ai pas été confrontée à des gros problèmes de trouver des places en structure, maison d'accueil, maison de retraite, EHPAD. Et je suis assez étonnée parce qu'en même temps, curieusement, d'après ce que j'ai lu, on a les EHPAD les plus chers comparativement à la métropole. Et quand on sait le niveau de ressources de la moyenne de la population, mais il y a souvent une prise en charge familiale quand même. D'accord. Et que beaucoup de personnes restent à domicile et sont entourées. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Il y a quand même là aussi un point de vigilance, parce que la population active, elle est de moins en moins présente. Enfin, la tranche 20-40 ans, 20-60 ans, c'est les jeunes partent travailler en métropole, ils ne reviennent pas forcément, ils reviennent au moment de la retraite. Donc forcément, ce que je raconte là de l'accompagnement familial, qui est culturel, hein, qui est
ça aussi, c'est en train de changer et d'évoluer. Donc, il faut quand même être vigilant. Dans le plan régional de santé, qui est pour la Guadeloupe, qui est sorti là, cette année pour les 4 ans à venir, et qui a été traité par tranche d'âge, ça fait partie, bien sûr, d'un point de vigilance toute particulière, et pas spécifiquement pour les patients VIH, pour toutes les personnes vieillissant globalement sur nos territoires, avec d'autres comorbidités qui parfois ont un impact encore plus lourd que le VIH. Et le dernier point, c'est vrai qu'on espère avec le professeur Antoine Chéret, qui nous a rejoint depuis maintenant un peu plus de 2 ans en infectiologie au CHU de Pointe-à-Pitre et à la fois sur la plateforme ambulatoire, qui est infectiologue et qui est chercheur très impliqué dans le domaine du VIH. On espère pouvoir conduire l'étude, alors j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, End-Aging. C'est une étude qui avait été conduite en métropole pour voir si les personnes qui vieillissent avec le VIH ont une plus grande fréquence de troubles neurocognitifs, de perte de mémoire, de ralentissement intellectuel, que les personnes qui vivent sans le VIH comparativement. Donc, et s'il y a une prévalence, une incidence plus importante de ces troubles, est-ce qu'ils sont corrélés avec des déterminants comme l'immunodépression plus prolongée chez certaines personnes VIH par rapport à d'autres, qui induiraient plus de troubles neurocognitifs? On espère conduire cette étude. Donc il y a un projet qui a été soumis à l'Agence nationale de recherche sur le sida et les maladies émergentes. Donc on attend la réponse pour conduire cette étude sur la Guadeloupe. Et c'est le moment des annonces du cœur. Les annonces du cœur, vous les retrouvez sur notre site comitédesfamilles.net. Il vous suffit juste de vous inscrire avec une adresse mail valable. Nous validerons votre première annonce et après vous pouvez échanger entre vous en toute sécurité. Je vous lis quelques dernières annonces. Homme de 46 ans vivant en Côte d'Ivoire recherche une femme qui a le même statut que moi pour les relations durables et sincères. Salut, femme africaine de 34 ans, camerounaise vivant à Paris, souhaite faire la rencontre de belles personnes pour amitié ou amour, vrai, respectueux, aimable, protecteur, gentil, sensible. Bonjour, j'ai 28 ans, je vis au Maroc, à Casablanca. J'aimerais me faire de nouvelles connaissances, hommes et femmes, séropositives indétectables depuis 2017. Camerounaise de 40 ans, maman de 2 enfants, veuf, femme mature, câline, douce, qui a un grand cœur, a beaucoup d'amour à donner. Je recherche un homme mature, sérieux, qui est prêt et déterminé à sortir de la solitude et du célibat, avec lequel je vais construire une relation amoureuse pour la vie. Et pour finir, bonjour, je m'appelle Dani, je suis célibataire, je vis seule et j'ai une fille. J'habite à Paris, je suis à la recherche d'une relation sérieuse, j'aimerais rencontrer une fille qui a les mêmes statuts que moi. Et nous sommes arrivés à la fin de Vivre avec les VIH d'aujourd'hui. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver l'interview au docteur Lamourie et Vanessa Tressière sur la Guadeloupe, sur notre site comitédesfamilles.net, un podcast. À très bientôt, la semaine prochaine.
says,